Bonjour et bienvenue au potager durable. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question que beaucoup de jardiniers se posent et que moi aussi je me suis posé pendant longtemps. C'est que pendant l'hiver, sur le sol du potager, est-ce qu'il vaut mieux pailler la terre du potager ou bien est-ce qu'il vaut mieux semer et faire pousser des engrais verts? Alors le fait de pailler son sol pendant l'hiver, ça a beaucoup d'avantages, mais le fait d'avoir des plantes vivantes qui poussent, des engrais verts, c'est aussi très bénéfique pour le sol. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Et encore mieux, est-ce qu'on ne pourrait pas faire les deux en même temps? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors le paillis d'hiver au potager, ça va consister en quoi? Eh bien, principalement, ça va être composé des résidus de culture. Alors comme ici, on voit par exemple, on a des restes de feuilles de courgettes avec les tiges. Donc on voit, c'est des déchets qui sont assez longs quand même. Après, c'est pas très épais, c'est mou, ça va se décomposer très vite ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des déchets de plants de tomates, là, vous voyez, des tomates là, qui étaient malades en fin de saison, qui n'ont rien donné à partir de la fin du mois d'octobre. Les tiges de tomates qui sont un petit peu plus coriaces, donc qui vont mettre un petit peu plus longtemps à se décomposer. Et puis on a aussi des restes du paillis d'été, là. Plus par ici, on a si on regarde sur l'allée, là, des restes de foin ou de paille qui ne se sont pas décomposés pendant l'été. Alors il faut savoir, je le rappelle à chaque fois, ici on est près de Toulouse, c'est une région très sèche où il pleut presque pas, j'allais dire presque jamais, bon n'exagérons rien quand même, mais où il pleut vraiment pas beaucoup, donc le paillis d'été est loin d'être entièrement décomposé, donc il en reste encore, vous voyez, donc celui-là il est encore un petit peu en place. Et puis on a aussi des choses que j'ai apportées récemment qui sont du BRF, du broyat, des tailles de haies que j'ai faites là la semaine dernière. Donc ça c'est un paillis assez ligneux, donc ça veut dire qu'il est à base de bois, surtout de lignine. Et ça c'est une matière qui met longtemps à être décomposée par les champignons du sol. Et puis on a aussi des résidus, je pense que ce sont des fleurs, des tiges de fleurs séchées, donc qui sont assez dures, assez sèches aussi. Donc tout ça, ça fait que tout ce mélange de matériaux là, complètement hétéroclite et assez compact, assez dense finalement, fait que si on voulait semer des graines d'engrais verts là-dedans, eh bien, elles auraient beaucoup de mal à germer parce que c'est trop épais, c'est trop comment dire, compact pour laisser sortir les petites plantules, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, ça serait vraiment dommage de s'en passer de ce paillis là, parce qu'il a vraiment beaucoup d'avantages pour protéger le sol pendant l'hiver. Donc avoir une bonne couche comme ça de matière végétale sur la terre, eh bien ça la protège énormément des intempéries, ça la protège de la pluie battante qui peut créer des croûtes sur la terre, ça protège des vents froids qui vont refroidir le sol, les courants d'air froids qui vont refroidir le sol très vite. Ça protège aussi la terre du gel, un petit peu, ça retarde dans les régions où il gèle fort, ça retarde le moment où la terre va geler. Et donc tout ça, eh bien, ça permet aux bactéries, aux champignons, aux vers de terre de continuer à travailler dans le sol un petit peu plus longtemps. Et c'est eux là qui créent de la fertilité dans le sol. Le paillis aussi d'ailleurs, il en crée parce qu'il va se décomposer petit à petit. Alors en hiver, je vous l'accorde, avec la baisse des températures, il va se décomposer beaucoup moins vite qu'en été, mais il va quand même se décomposer un petit peu. Donc grâce à un paillis comme ça, on va retrouver au printemps une terre qui est bien souple, bien grumeleuse, ça aide beaucoup. Et un dernier avantage du paillis, mais qui n'est pas des moindres, c'est que ça va éviter la pousse des herbes spontanées. Avec une épaisseur comme ça, là, de 5 bons centimètres quand c'est tassé, ou un peu plus quand c'est pas tassé, tout ce qui est mauvaises herbes va avoir vraiment du mal à germer et à passer à travers. Bon, même les mauvaises herbes les plus coriaces, comme le chiendent ou le liseron, ils vont être complètement diminués, ils vont être très affaiblis parce qu'ils vont réussir un petit peu à passer, mais les tiges seront très fines, très étiolées, et elles seront très faciles à arracher au printemps. Mais sinon, toutes les autres types de mauvaises herbes, genre les graminées, les pissenlits, etc., elles seront complètement bloquées, elles ne vont absolument pas pouvoir pousser. Alors je vais vous montrer un petit exemple d'engrais vert que j'ai semé dans ce bac là. Vous reconnaîtrez le bac à réserve d'eau pour ceux qui me suivent. Donc là,
Il n'y a plus aucune culture à part quelques radis qui restent ici. Sinon là j'ai semé mi-octobre à peu près de la moutarde qui commence à pousser, qui fait une dizaine de centimètres de haut et qui va bien avec ses racines décompacter le sol de ce bac, parce que j'avais remarqué qu'à force le sol était vraiment devenu comment dire, compact, spongieux, ça ne me plaisait plus. Et donc cette moutarde-là, elle est tellement fine, ce sont des graines tellement petites que c'est impossible de semer ça dans un paillis. Alors là on voit, il y a bien un mini paillis, mais j'appelle même pas ça un paillis, c'est un petit peu de quoi, de broyat, de BRF ou de feuilles mortes broyées, que j'ai étalé, mais ça fait quoi là, 1-2 cm d'épaisseur, on ne peut pas parler d'un paillis à vrai dire. Donc quand c'est vraiment un paillis tout fin comme ça, la moutarde elle arrive à germer à travers, c'est pas un souci, mais avec une plante aussi fine que la moutarde, on ne pourrait jamais mettre ce que je vous ai montré avant, des tiges de tomates, des restes de courgettes, etc. C'est bien trop gros, bien trop grossier pour ce genre d'engrais vert tout fin, en tout cas au début, parce qu'après elle va grandir, elle va grossir, mais au début en tout cas, ce genre de semis de moutarde ne supporterait pas d'avoir un paillis. Et ça serait la même chose pour tous les engrais verts qui ont des graines fines, comme le seigle, la facélie, l'avoine, le sarrasin. Enfin, le sarrasin, c'est plutôt pour l'été. Mais donc, vous voyez, c'est pas tout à fait compatible. Et pourtant, ça serait vraiment dommage de se passer d'un semis d'engrais vert qui pousse dans sa terre en hiver. Parce qu'un engrais vert, ça a quand même énormément d'avantages. Déjà, c'est une plante vivante qui pousse dans la terre. Et on sait qu'il n'y a rien de mieux pour la terre, pour la qualité de la terre, que d'avoir des plantes vivantes qui poussent dedans. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a des échanges qui se font entre les racines des engrais verts et les bactéries et les champignons. C'est ce qu'on appelle les mycorhizes, une symbiose entre les deux. Et c'est tout ça qui crée de la fertilité dans le sol. Il y a aussi les racines elles-mêmes des engrais verts qui vont décompacter le sol, qui vont se faufiler entre les mottes de terre, qui vont, s'il y a un coup de gel, qui vont éclater les mottes, etc. Et puis un autre avantage, c'est que en poussant de manière assez dense, un engrais vert, il va couvrir le sol, alors pas aussi bien qu'un paillis, mais il va quand même couvrir suffisamment le sol pour empêcher les herbes de pousser. Donc ça, c'est pas négligeable non plus comme avantage. Et puis un dernier avantage des engrais verts, là je vais parler surtout des engrais verts qui sont de la famille des légumineuses, comme la féverole, le pois, la vesse, des choses comme ça. Alors c'est pas le cas de la moutarde ici, mais tous les engrais verts de la famille des légumineuses, ils ont l'avantage d'arriver à capter l'azote qui se trouve dans l'air et à le restituer au sol à travers leurs racines. Et l'azote, c'est un élément qui est vraiment indispensable pour la fertilité de la terre, c'est ça qui aide vraiment les plantes à pousser, toutes les plantes en ont besoin. Et donc quand on va faucher au printemps un engrais vert de type légumineuse qui aura donc capté de l'azote, il va le restituer au sol en se décomposant. Et ça, c'est vraiment pas négligeable non plus pour les cultures de légumes qui vont suivre après. Alors ma solution, ça va être d'allier les avantages des deux systèmes. Donc à la fois un semis d'engrais vert et à la fois un paillis suffisamment épais pour qu'il nourrisse bien le sol. Alors vous allez voir ça en détail dans la suite de la vidéo. Je vais commencer d'abord par dépailler complètement mon sol. Je vais mettre la terre à nu en enlevant tous ces déchets végétaux. Ensuite, je vais les broyer en passant la tondeuse par-dessus. Ça va me faire un broyat vraiment fin, qui sera après très facile à remettre. Donc je vais profiter que le sol soit à nu pour tracer mes sillons et puis pour semer les engrais verts. Et ensuite, je repaillerai immédiatement après avec ce paillis qui aura été broyé et beaucoup plus fin. Alors pour que tout ça, ça marche, j'ai choisi un engrais vert, pas n'importe lequel, c'est pas la moutarde qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas le seigle, c'est pas la facélie, c'est la féverole. Alors la féverole, c'est vraiment une plante que j'adore parce qu'elle a que des avantages. Donc déjà, c'est une plante qui a des graines assez grosses. Là, je vais vous montrer, là vous voyez, c'est des graines qui sont de la taille d'un haricot à peu près. Donc c'est une graine qui a pas mal de réserve, qu'on va pouvoir planter assez profondément en terre. Et elle va avoir donc la force de sortir et puis de pousser à travers un paillis assez épais. Ensuite, c'est une super plante aussi
parce qu'elle est très résistante au gel. Suivant les variétés, elle va résister jusqu'à moins 12 degrés. Donc là, ça peut y aller au niveau gelé avant qu'elle meure. Et puis, troisième avantage, c'est que c'est une plante de la famille des légumineuses. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce sont les plantes qui sont capables de capter l'azote de l'air et puis de le restituer après dans la terre, ce qui va nourrir les cultures d'après. Et alors, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien expérimenter. Alors, en plus de la féverolle, eh bien, je vais semer un deuxième engrais vert qui va être du pois fourragé. Alors, ça va être la première fois que je fais cet essai. On va voir ce que ça donne. Alors, le pois fourragé, c'est un pois qui se présente comme les graines de petits pois normales, hein, c'est exactement la même taille. Alors, par contre, par rapport aux petits pois normaux, le pois fourragé, eh bien, il a plusieurs avantages. C'est que c'est un pois qui est beaucoup plus vigoureux, qui va produire beaucoup plus de biomasse. La biomasse, c'est la masse, le poids du feuillage, si vous voulez, le poids du total feuillage plus racine. Donc c'est une plante qui va être beaucoup plus touffue que le poids normal. Donc pour un engrais vert, c'est bien, parce que quand on va le couper au printemps, ça va faire d'autant plus de matière qu'on va remettre sur le sol et qui va se décomposer et qui va nourrir le sol. Et en plus de ça, ce pois fourragé, il paraît qu'il est comestible et qu'il est aussi bon que le pois normal. Donc on va voir ce que ça donne, surtout qu'à Toulouse ici, les printemps sont très courts parce qu'il y a très vite l'été qui arrive. Déjà à partir du mois de mai, il commence à faire super chaud. Et quand j'ai mes plants de petits pois qui sont en pleine production, et bien avec la chaleur, ils n'aiment pas ça. Et la culture se termine assez vite, assez brusquement. Donc là, avec ce semis-là d'automne, ils vont avoir tout l'hiver pour se développer et ils devraient commencer à produire des petits pois très tôt au printemps. Et alors pour les tutorés, parce que c'est exactement comme les pois normaux, ils ont besoin d'être tutorés pour bien grimper. Eh bien, c'est tout fait. C'est les féveroles, les tiges de févrole qui vont servir de tuteurs. Donc ce que je vais faire, vous allez voir tout à l'heure, je vais semer un rang de pois, un rang de févrole, un rang de pois, un rang de févrole. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors non, pas tout de suite, parce que je voulais d'abord vous montrer une carte que j'ai trouvée sur le net, là, une carte avec les dates de semis. Alors on voit sur la carte que ça se sème effectivement très tardivement à l'automne, hein, la févrole et le pois d'hiver. Vous voyez, dans les régions au nord et à l'est de la France, les régions les plus froides, ça se sème entre le 25 octobre et le 15 novembre. Alors c'est pas à prendre vraiment pile poil à la lettre, hein, ces dates, on peut très bien déborder un petit peu, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Après, quand on regarde les autres régions, dans le centre, c'est un peu plus tard, jusqu'au 25 novembre. Dans l'ouest, c'est à peu près pareil. Et dans le quart sud, on va dire, c'est même jusqu'au 15 décembre. Hein. Vous voyez, ça peut se semer encore super tard. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on va semer ces plantes aussi tardivement que ça? Eh bien, l'objectif, en fait, c'est de ne pas avoir des plantes qui soient trop développées pendant l'hiver. Parce que on sait que les plantes qui sont trop grandes vont moins bien supporter le froid hivernal, les gelées, et également les maladies qui peuvent arriver au feuillage en sortie d'hiver ou en début de printemps. Donc l'idée, c'est de semer ces plantes juste à la fin de l'automne pour qu'elles aient juste le temps de développer 2, 3, 4 feuilles avant l'hiver. Après, il va faire trop froid, donc elles vont ralentir leur croissance, même s'arrêter complètement avant de redémarrer au printemps. Et donc en restant petites comme ça, ces plantes, elles vont supporter des gelées jusqu'à peu près moins 12 degrés pour la févrole, et j'ai vu même jusqu'à moins 15 degrés pour le pois fourragé. Voilà, maintenant que j'ai mis la terre à nu, là, après avoir dépaillé, eh bien, je vais pouvoir procéder au semis. Alors mes plates-bandes, elles font 1,20 m de large, avec des allées de 40 cm. Alors je me suis posé la question, est-ce que j'allais aussi faire un semis d'engrais vert sur les allées? Je pourrais, parce que mes allées, elles sont simplement paillées avec le reste de foin de l'été, là, sinon c'est la terre.
Et puis vous voyez, grâce aux bordures spéciales que j'ai mises là, qui ne rentrent pas dans la terre, donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment passer par en dessous. Petite parenthèse, là, c'est pour que tous les prédateurs de limaces puissent passer, les hérissons, les carabes, etc. Si on met une planche en bois qui fait un mur pour tous ces prédateurs de limaces, ils ne pourront pas venir, alors que là, ils peuvent tout à fait passer en dessous, mais tout en délimitant joliment mes parcelles. Donc on a 1,20 m, 40. Et donc, ce que je voulais dire, ouais, c'est que l'avantage de mettre des engrais verts sur les allées aussi, c'est que ça fertilise le sol des allées. Et les racines, il ne faut pas croire que les racines des légumes, elles vont s'arrêter pile à la bordure de la plate-bande, à moins que ça soit vraiment une bordure qui soit enterrée profondément. Mais pour une bordure juste posée, ou pas de bordure du tout, ou comme ça, les racines, elles vont empiéter sur les allées. Et les champignons et les bactéries qui fournissent la fertilité, ils vont aussi travailler en dessous des allées, même si c'est un petit peu moins, parce qu'à force de marcher avec les pieds, on tasse la terre. Donc il y a moins d'oxygène dans la terre, donc toute la microfaune, elle peut moins bien respirer, donc elle se multiplie moins, elle s'active moins, mais quand même, ça pourrait valoir le coup. Alors, si j'avais mis que de la févrole, comme les autres années, c'est ce que je faisais d'ailleurs, j'ensemençais aussi les allées avec l'engrais vert. Mais comme cette année, je vais intercaler du pois fourragé entre, eh ben, il faudra bien que j'aille le récolter, ce pois-là, pour pouvoir le déguster au printemps. Donc finalement, après avoir réfléchi, je vais quand même laisser les allées libres, ça me permettra d'aller et venir entre les plates-bandes et puis de récolter les pois. Donc on va s'occuper de semer maintenant sur cette plate-bande. Alors donc 1,20 m de large, je disais, donc on va voir combien de rangs on va pouvoir faire. Donc sachant que je vais faire un rang tous les 15 cm, en intercalant un rang de févrole, un rang de pois, un rang de févrole. Donc qu'est-ce qu'on a là? Si je commence à peu près un peu plus loin que le bord, ça me fait 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs. Eh bien allons-y. Alors pour ça, j'ai un outil qui est sympathique, qui est une petite pointe comme ça, mais sinon n'importe quel outil à main pourra convenir. Alors on va commencer là. Alors au niveau des profondeurs de semis, la févrole qui a les graines les plus grosses, elle se sème entre 7 et 10 cm de profondeur, et le pois, lui, qui a des graines un peu plus petites, donc moins de réserve, il pourra moins remonter à la surface, il se sème un peu plus haut, donc entre 3 et 5 cm. Alors on voit qu'après avoir été paillé pendant tout l'été, et puis il y a les pluies récentes là, de l'automne qui ont bien aidé aussi, la terre elle est vraiment meuble, grumeleuse, j'enfonce mes doigts vraiment très facilement, et ça c'est le fruit de 3-4 ans minimum. Alors chez moi ça fait plus longtemps que ça, mais au bout de 3 ans de paillis permanent, et comme ça on peut arriver à ce genre de terre, même si on part d'une terre qui était très compactée à la base. Alors 15 cm, 15 cm, ma main ça fait 10 cm, mes doigts ça fait 20, donc on va faire entre les deux, ça va faire à peu près là. Alors voilà, mes 6 rangs viennent d'être faits, mes 6 sillons plutôt, et je vais faire donc un rang de pois, févrole, pois, févrole, pois, févrole. Alors voilà les pois fourragés. Donc on avait dit pour les pois 3 à 5 cm de profondeur. Ah oui, et espacement des graines sur le rang, 5 à 7 cm à peu près. Donc voilà, je les mets à la main une par une, ça va très vite. Hop, hop. Voilà, j'ai fait 2 rangs de petits pois. Après je me mettrai de l'autre côté. Et là je vais faire 2 rangs de féveroles. Alors les févroles, les graines sont plus grosses, donc on les met un peu plus profondément. Donc du coup, je vais les enfoncer un petit peu avec le doigt pour qu'elles soient plus profondes. Et alors les févroles, ça fait des plantes quand même qui sont un petit peu plus vigoureuses que les pois, donc on va les espacer de 15 cm sur le rang. Voilà, donc du coup ça fait assez peu de graines à mettre, donc on peut se donner un petit peu de mal pour les enfoncer profondément. Voilà, maintenant les 6 sillons ont été semés, donc j'ai plus qu'à les recouvrir avec la terre. Donc là j'y vais doucement avec le râteau, pas déranger les graines. En fait je rebouche simplement les sillons. Et
il ne reste plus qu'à remettre le paillis que j'ai broyé tout à l'heure. Alors là, on peut mettre une certaine couche quand même. On peut mettre bien 3 à 5 cm d'épaisseur. Il ne faut plus du tout qu'on voit la terre. Voilà, donc là, la terre n'est plus du tout visible. Tout est bien recouvert. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça germe maintenant. Alors là, on a vu le semis d'engrais verts avec du paillis sur des plates-bandes qui n'avaient plus aucune culture, à part ici quelques poireaux là qui restent, mais ils sont au bord, donc ils sont pas gênants. Mais je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se posent la question, comment est-ce qu'on fait sur les plates-bandes où il y a encore des cultures d'hiver qui poussent? Si on regarde celle-là, par exemple, on a ici un céleri qui va rester tout l'hiver, on a un chou kale, lui aussi qui résiste parfaitement au gel, qui va continuer, et là un brocoli à jet qui va aussi rester l'hiver avant de donner ses petits brocolis au printemps. Alors là, qu'est-ce qu'on fait sur ce genre de plate-bande? Est-ce qu'on peut aussi semer des engrais verts? Est-ce qu'on peut aussi les recouvrir de paillis? La réponse c'est oui, bien sûr. Alors il va falloir un peu slalomer entre les légumes. Tiens, là il y a de la roquette aussi qui reste. Donc là, comment je vais faire? Je vais faire exactement pareil. Je vais enlever tout ce paillis qui reste de l'été. Je vais mettre la terre à nu. Je vais tracer mes sillons en zigzagant un petit peu autour des cultures en place. Et puis je vais faire mon semis, je vais repailler. Et ces cultures apprécieront tout à fait aussi d'avoir un paillage en hiver pour protéger le sol des intempéries. Donc voilà, du moment que la plate-bande n'est pas complètement occupée par une culture, il y a toujours moyen de se faufiler et puis de trouver de la place pour cultiver des engrais verts. Alors comme je fais tellement de choses dans mon potager, il faut absolument que je note tout dans mon cahier de jardin. Alors c'est pas dans la dernière édition que je vais le noter, c'est pas encore dans le 2022 comme on est en 2021. Donc c'est dans celui de l'année dernière là qui est encore en cours. Alors si on regarde sur le sommaire, engrais vert, page 126. Et alors on va noter tout ce que je viens de faire aujourd'hui. Donc là, on est sur la double page des engrais verts, la fiche de culture des engrais verts. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un petit tableau là avec le planning des semis sur l'année. Donc il y a la moutarde, la facélie, le seigle, la vesse, la févrole, tiens. Alors il n'y a pas encore le pois fourragé, parce que c'est la première année que j'en ai semé. Donc si ça se passe bien, si j'en suis content, je le rajouterai pour l'édition de l'année prochaine. Et on va remplir maintenant la partie droite du cahier, qui est en fait sur 2 colonnes tout ce qu'on a fait pendant l'année concernant les engrais verts. Donc là, on voit qu'au mois de mars, j'ai semé de la moutarde, c'était vers le 20 mars. On voit que cette moutarde, je l'ai fauchée ici, c'était vers le 6 mai. Et elle faisait 60 cm de haut à ce moment-là. Elle était à peine en fleurs. On peut voir aussi que la févrole que j'avais semée l'année d'avant, donc ça c'est le cahier 2021, donc la févrole que j'avais semée en 2020, il y a un an, eh bien au mois de février, elle faisait 20-30 cm à peu près, et de la facélie que j'avais semée à côté faisait 60 cm, et on voit aussi que j'avais fauché cette févrole, elle était presque en fleurs, pas tout à fait mais presque, début avril, à peu près vers le 7 avril. Donc ça permet de savoir à l'avance que ma parcelle où il y avait la févrole, elle va être occupée par l'engrais vert jusqu'à début avril à peu près, et que je pourrai semer les légumes après. À moins que je décide bien sûr de la faucher avant qu'elle soit en fleurs. Mais si on veut obtenir le maximum d'efficacité d'un engrais vert, le meilleur moment c'est quand ils sont en fleurs. On voit aussi plus tard dans l'été, là juin, juillet. Juillet, j'avais semé du sarrasin, c'est un engrais vert d'été. Et octobre, j'avais semé la moutarde. C'est la moutarde qui est juste là, que je vous ai montré tout à l'heure. Semis le 15 octobre avec une petite couche de BRF de 3 cm. Et donc là, on est le 12 novembre. Donc, oula, j'ai ma ficelle qui est un petit peu courte, mais ça va aller. Donc le 12 novembre, entre crochets, j'écris le numéro de la parcelle. Donc c'était sur P1 et P2, parcelle numéro 1, parcelle numéro 2. Voilà, j'ai numéroté mes parcelles pour pouvoir plus facilement les repérer. Et donc là, un S pour semis, j'ai semé de la févrole, plus du pois fourragé.
Voilà, que dire de plus, et que je les ai recouverts de 5 cm de paillis. Voilà, et donc dans le cahier de l'année prochaine, eh bien, je pourrais écrire à la page des engrais verts qui est encore complètement vierge. Donc on est page 126, pareil. Je pourrais écrire là, colonne de droite. Alors colonne de gauche, ce sont toutes les semis et les plantations. Colonne de droite, ce sont les résultats, donc la croissance et les cueillettes ou les récoltes quand c'est des légumes. Donc j'écrirai probablement en avril comment ça aura poussé. Les récoltes de pois, est-ce que ça aura bien donné? Est-ce que ce sera bon gustativement? On verra tout ça. Et donc rendez-vous à ce moment-là pour faire le bilan. Alors comme d'habitude, j'ai préparé un article qui accompagne cette vidéo. Alors dans cet article, vous allez trouver tous les détails que vous avez vus, donc les variétés exactes de féveroles et de pois fourragers que j'ai utilisés, les bonnes adresses pour se les procurer, quelles sont les distances de plantation, la profondeur des semis, ah oui, les bonnes dates aussi suivant la région où vous êtes pour les semer. Et donc en cliquant sur le lien, vous atterrirez sur mon site Potager Durable, directement sur l'article qui vous donnera tous les détails. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. C'était Nicolas de Potager Durable, et puis je vous dis à bientôt, salut!